bonjour et bienvenue à Back to Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman. Je suis l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors nous sommes vraiment très contents de vous proposer cet épisode avec Jonathan Best. Donc nous allons tout de suite dans cette interview. Jonathan a tout juste pris sa retraite la semaine dernière après 16 ans de carrière professionnelle, du Fédéral 1 au Top 14 avec Grenoble et ensuite du Pro D2 avec Béziers récemment, ainsi que l'équipe nationale de l'Algérie. Vous le connaissez peut-être aussi car il est très présent sur les réseaux sociaux, tellement qu'il a été nommé le joueur digital de l'année en 2016. Là, vous allez rencontrer un homme très attaché aux valeurs de rugby, un homme qui n'est pas de tout peur de dire ce qu'il pense et qui est vraiment capable de se mettre en question aussi. Après cette interview, allez le découvrir et le suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, etc. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez nous suivre aussi. Allez, tout de suite, notre entretien avec Jonathan Best. Bonjour à tous nos auditeurs. On a aujourd'hui avec nous Jonathan Best, que je suis très content de recevoir, puisqu'on échange depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, mais on n'a jamais eu l'occasion de discuter. Bonjour Jonathan, je suis ravi de t'avoir avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment que nous sommes des followers, comme on dit dans le jargon, mais on avance un peu dans notre relation petit à petit. On n'est pas pressé, mais on C'est avance ça. à petits pas pour apprendre à se connaître avant de franchir le cap. C'est ça le plus Ne, important. ne brûlons pas les étapes, Jonathan. Pour ceux qui n'ont pas notre intimité, pour le reste des écouteurs, rapidement, une petite présentation. Donc, t'es né en 83, Jonathan, à Romans-sur-Isère. Après une petite année seulement à l'US Romans, t'es vite arrivé à Grenoble dès 2002, où t'as posé ta valise, t'as planté ta tente parce que t'y es resté, après être passé en senior en 2005, t'y es resté jusqu'en 2017, donc 15 ans. Et depuis 2017, tu es à Béziers, voilà pour le gros. Moi, j'ai la chance de te connaître parce que tu es aussi très intéressé au rugby amateur. Tu nous avais contacté parce qu'avec mon club, on avait fait un calendrier avec un studio de cinéma que nous qualifions d'indépendant. Familial, Et, c'est ça. Et du coup, voilà, mais ça, c'est très Wikipédia. Est-ce que tu pourrais nous raconter, pour commencer déjà, comment tu es arrivé au rugby, ce sport qui nous lie? On va dire c'est un peu le parcours de tout un chacun, hein, de chaque rugbyman. C'est que mon père a commencé le rugby, évidemment, hein, donc j'aurais été un peu la honte de la famille si je m'étais mis au foot en particulier. Donc voilà, j'ai fait mes premiers pas du côté de Romans parce que mon père avait signé au début des années 80 du côté de Romans, qui évoluait à l'époque en groupe A, ce qu'on appelait la première division de l'époque avec 40 clubs. Et donc voilà, j'ai fait mes gammes à l'école de rugby avant d'arrêter pendant un long moment le rugby et de reprendre en universitaire. Et puis finalement, me retrouver à Grenoble en Réchelle par le plus grand des hasards avant de faire un long passage du côté de Grenoble, comme tu l'as dit, 15 ans, dont 12 ans chez les seniors. Et puis, depuis 2017, parce que ça s'est mal terminé avec Grenoble, je me suis retrouvé à Béziers pour essayer de terminer sur une bonne note ma carrière, pas passer pour le mec qui s'était fait lourder de son club d'origine. Donc voilà, j'ai essayé de rebondir sur notre terre, qui est quand même une grande terre de rugby aussi ici à Béziers. Donc voilà, et puis je mets surtout un terme à ma carrière cette année, c'est en tout cas chez les professionnels, puisque si jamais avec mon club on arrive à faire quelques phases finales, j'aurai peut-être l'occasion de te mettre le nez derrière les oreilles. Ça sera peut-être mon objectif des phases finales. J'aimerais bien. Enfin, j'aimerais bien. Tu disais déjà, t'es parti dans notre club, mais t'as pas changé de couleur. C'était pour garder tes repères. C'est pas mal. Ouais, Quand même. j'ai fait un bel effort. Alors c'est vrai que c'est quand même assez particulier quand on voit les dernières nouvelles dans le milieu du rugby. C'est vrai que c'est particulier d'avoir fait que 2 clubs dans sa carrière professionnelle. Moi, c'est une fierté, même si je t'avoue que j'aurais jamais dû quitter Grenoble, hein. C'est parce que ça s'est mal terminé et parce qu'il y a eu des problèmes de personnalité, et voilà, c'est pour ça que j'ai dû changer de club. Mais c'était une décision de ta part, ou parce que t'avais fait un super CV sur Le Bon Coin? C'était à ce moment-là, non? Non, pour répondre à ta question, à l'époque, on avait un manager qui s'appelait Bernard Jackman, qui était un Irlandais. Et en fait, il m'avait dit que tant qu'il serait manager du club, il me ferait pas jouer. Donc, on va dire que j'ai pris un peu la la décision forcée de m'en aller. Et en fait, ce qui à l'époque était un fait assez rare, j'étais parti en courte saison, puisque j'ai quitté Grenoble pendant la saison 2016-2017 pour me retrouver finalement à Béziers en janvier 2017, parce que ça faisait 3-4 mois que j'avais pas joué avec Grenoble. Et voilà. Et moi,
ce que j'aime à raconter dans mon histoire, c'est que je suis un rugbyman amateur dans un corps de rugbyman professionnel ou inversement, en fait, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que moi, j'étais pas destiné à faire une carrière professionnelle et ça a duré plus longtemps que ce que j'imaginais. Et aujourd'hui, mon retour en amateur l'année prochaine, c'est un juste retour des choses qui me paraît essentiel dans notre sport, qui perd un peu pas mal de ses valeurs en ce moment. Et voilà, j'espère que ça servira peut-être d'exemple à d'autres anciens rugbyman pro qui iront resservir leur club amateur quand ils auront fini. Non, c'est vrai que tu as toujours été assez lié au rugby amateur, ne serait-ce que déjà par rapport au fait que tu communiques avec pas mal du monde amateur via les réseaux sociaux. Et c'est assez bizarre de du coup commencer ta carrière amateur à un âge où beaucoup d'amateurs ont raccroché les crampons. Et- Ouais, il y a des belles histoires quand même chez les amateurs avec des mecs qui jouent avec leur fils ou enfin qui prolongent de quelques années pour faire durer le plaisir. Moi, si tu vois, j'ai envie de retrouver un peu ce qui me manque là depuis quelques années dans le rugby pro, c'est ce côté d'avoir envie d'être ensemble, de passer un maximum de temps ensemble, de s'inviter les uns chez les autres. Alors, ouais, évidemment, le contexte sanitaire ne nous permet pas tout ça, mais on espère on sera relibéré dans la rue dans quelques semaines. Mais tu vois, avoir envie de passer du temps ensemble, avoir un vrai projet, avoir une vraie fierté de la ville, et c'est ça qui est important. Mais oui, j'ai toujours gardé ce lien avec les amateurs, parce que, comme je te dis, moi, j'ai le parcours le plus atypique qui soit, je pense, dans le rugby professionnel. Et, et je me considère, moi, comme un rugbyman amateur. Peut-être le rugbyman amateur le mieux payé de France, sans doute. Mais j'ai pas oublié ça, j'ai pas oublié d'où je venais, et je crois que c'est aussi ce qui fait que j'ai duré dans le temps, parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui aimeraient être à ma place. Ils peuvent pas tous le faire, et c'est pour tous ces mecs-là aussi que je continue et que j'essaie de me donner au maximum tous les week-ends. C'est beau. Mais tu sais, t'es peut-être pas le mieux payé, l'amateur le mieux payé de France, parce que je sais qu'il y a des clubs de Fête 3 qui lâchent des gros billets, je le sais. Ouais, mais bon, quand même, en Pro D2, on arrive à s'en sortir, J'imagine on bien. arrive à s'acheter quelques paquets de clopes de temps en temps, mais ouais, après c'est vrai que j'ai Pour pas vu. courir trop vite. Exactement, bah, déjà que je l'ai pas très vite, mais c'est vrai que c'est l'évolution. Moi, j'étais à cheval sur 2 générations, parce que comme tu dis, j'ai commencé en 2005. On rappelle, hein, le rugby pro en 95, donc c'était vraiment un peu les débuts. Il y a eu pas mal de tâtonnements, c'était quand même pas, tout n'était pas nickel. Et puis aujourd'hui, on est dans un boulot, quoi. Les mecs vont au boulot et ils vont jouer au rugby parce qu'ils sont payés, et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette passion. Alors attention, hein, je dis pas que il y a pas des mecs qui sont encore passionnés du rugby, mais quand même le ressenti général que j'ai, c'est un peu ça, quoi. À ce propos-là, est-ce que ça te fait pas bizarre? Parce que toi, même si tu étais en 2005 et que le rugby était professionnel depuis déjà 10 ans, t'avais pas grandi dans la perspective d'en faire un métier. Mais là, il y a des mecs qui arrivent, qui ont 20 balais aujourd'hui, qui, à leur naissance, le rugby était déjà pro et ils ont grandi dans l'idée d'un rugby carrière, si tu veux. Ouais, Est-ce qu'il y a un décalage avec ce type de... ouais, ouais, c'est clair. Eux, ils ont une réflexion, c'est prendre le maximum d'argent dans le minimum de temps et c'est d'évoluer dans les meilleurs clubs. C'est un peu leur réflexion d'aujourd'hui. Mais tu sais, toi qui connais le rugby amateur, ça se passe aussi comme ça dans le rugby amateur. Les mecs, pour 100 euros, 150 euros de plus, ils vont changer de club parce que on leur a promis, je sais pas, 3 pichets de bière à la réception ou Ouais, n'importe quoi. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que tout ce qui s'est passé au très haut niveau, ça s'est répercuté sur le rugby amateur. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on, je veux dire, ça m'étonne pas quand tu vois les statistiques de la Fédé avec le nombre de licenciés que tu perds chaque année. Je crois que c'est un peu à l'image de tout ce qu'on est en train de laisser faire. L'argent chez les professionnels, oui, je peux comprendre. Aujourd'hui, l'argent en rugby amateur, j'ai encore plus de mal. Pour moi, c'est encore plus compliqué. bah ouais, c'est un débat qu'on a souvent à mon niveau en fait 3 et à ton niveau prochainement, que dans un monde où le rugby génère de l'argent, je comprends que les joueurs savent payer, mais dans un monde amateur où le rugby coûte des sous, c'est-à-dire que les présidents ils doivent se démerder pour tenir leur club, c'est un peu bizarre de payer des joueurs, quoi. Parce qu'en haut, on a entendu des salaires mirobolants et on se dit, bah, finalement, c'est quoi de donner 500, 800, 1000 euros à un joueur de Fédéral 3? C'est rien, hein, comparé à au salaire de top 14 que tu entends. Et si tu veux, ces 2 années quand même difficiles en termes de nombre de matchs joués pour les amateurs, j'espère que ça va faire redescendre un peu tout le monde, qu'on va revenir sur des choses un peu plus raisonnables et qui vont rendre quand même à notre rugby ce pourquoi on en a fait. Et voilà, c'est ce côté vraiment avoir envie d'être ensemble, avoir des copains, retrouver une deuxième famille. Et tu vas pas changer de club parce que le président t'a appelé et qu'il te donne 100 balles de plus. Voilà. Moi, c'est ma réflexion, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui partage mon avis. Il y en a d'autres qui en profitent bien du système aussi, mais tant mieux pour eux.
mais c'est pas ma vision du rugby, et professionnel et amateur en tout cas. J'avais quelques questions par rapport à le choix de devenir pro, parce qu'à l'époque, il me semble que tu étais étudiant à Grenoble, c'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. Et est-ce que c'était un choix difficile de dire: «OK, bah, j'ai mon diplôme flambant neuf, est-ce que je vais vers le rugby?» Tu t'as dit: «Bah, tiens, je suis amateur, dans le corps d'un professionnel», mais est-ce que c'était un choix, difficile à ce moment-là? Ou c'était: «Tiens, bah, j'ai essayé ça pendant 2-3 ans pour voir»? Beh, c'est un peu les 2, hein. C'est un peu une réponse de Normand, hein, comme on dit. C'est un un peu moitié-moitié, mais si tu veux, en fait, moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai un parcours totalement atypique puisque, on va dire, le parcours traditionnel aujourd'hui d'un rugbyman professionnel, c'est tu fais un lycée rugby, tu fais un pôle espoir, tu fais un centre de formation, tu fais un contrat espoir pro et puis tu deviens professionnel. Et en fait, moi, j'ai arrêté le rugby entre 14 et 19 ans et j'ai repris, c'est ce que je te disais, en universitaire parce que ça m'allait bien. C'était les matchs le jeudi, qui s'enchaînaient évidemment sur les soirées étudiantes. Et si tu veux, j'avais tous mes week-ends avec mes copains, donc ça c'était génial. Et en fait, au bout de 2 ans de rugby universitaire, je me suis dit putain, il me manque quelque chose, j'ai l'impression de ne pas avoir fini quelque chose. Et du coup, j'étais allé voir les juniors de Grenoble qui s'entraînaient à l'époque, les Réchelles. Et donc, je suis allé les voir à leur premier entraînement au mois de septembre, alors que je faisais mes études à Grenoble, et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je vais peut-être continuer à jouer avec mon club de Romans, enfin retourner avec mon club de Romans, mais comme la semaine je suis là, j'aimerais bien m'entraîner avec vous, tu vois. Et en fait, l'entraîneur, il m'a dit, écoute, ça se passe pas comme ça dans les clubs. Il me dit, on va te garder 15 jours à l'essai et on verra comment ça se passe. Mmh. Et voilà, et ça a duré 15 ans. Et en fait, si tu veux, moi, enfin, c'est pour ça que c'est incroyable. Et en fait, 3 ans après, donc j'ai fait mes 2 années junior, une année espoir. Et 3 ans après, il y a eu la grande catastrophe à Grenoble, parce que le club est descendu en Fédéral 1. Et du coup, on s'est retrouvés, voilà, les joueurs qui étaient espoirs, on s'est retrouvés à avoir notre premier contrat professionnel. Donc moi, je suis passé directement de joueur en espoir, voilà, être totalement amateur, à devenir tout de suite rugbyman professionnel. Et c'est assez incroyable. Et je pense que si le club n'était pas descendu en Fédéral 1, j'aurais jamais eu ma chance. Mais si tu veux, comme je savais que ça allait être qu'une parenthèse, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je vais pas vivre au jour le jour, mais je vais faire ça. On va voir combien de temps ça dure», et puis voilà. Mais il faut savoir que donc quand j'étais pro à 22 ans, j'avais déjà mon bac+4. Et ce qui a été compliqué, c'était de valider mon bac+5 puisque je l'ai fait seulement en 2015 quand je m'étais pété l'épaule avec Grenoble. Donc ouais, quand tu évoques le fait de faire les 2 en même temps, je comprends qu'aujourd'hui ça pose des difficultés. Mais aujourd'hui, je suis très content d'avoir terminé ma carrière et d'avoir un diplôme en poche qui me permet de préparer, la suite de ma vie qui sera, je l'espère, aussi riche que la première vie, parce que j'ai envie d'être encore passionné, tu vois, dans mon métier. Ça m'étonne pas. J'ai vu aussi qu'il y avait à l'époque à Grenoble un des stars à l'époque, c'était pas Willy Taofifénois? C'était le papa de Romain. Est-ce que c'était la même époque pour toi? Ouais, il était un petit peu avant moi puisqu'il était au début des années 2000, donc moi je suis arrivé après cette génération-là. On a beaucoup parlé des mammouths, je sais pas si vous vous rappelez la finale Ouais, 93 qui avait fait un gros scandale entre qui a Grenoble et été Castres. volé. Ouais, la fameuse finale volée par les Castrés à Grenoble, qui aujourd'hui avec la vidéo, les Grenoblois auraient été champions en 93. Et puis après, il y a eu cette génération 99 qui a fait une demi-finale, de mémoire, je crois que c'était contre Clermont, où il y avait justement Willy Tao. Et c'est marrant que tu me lances là-dessus parce que Willy Tao, j'ai pas joué contre lui. Par contre, j'ai joué contre son frère, Jean-Jacques Taofifénois. Et le week-end dernier contre Perpignan, il y avait le fils de Willy Taofifénois qui était Mmh. remplaçant avec Perpignan. Donc tout ça pour te dire que quand je te dis que je suis à cheval sur 2 générations, c'est voilà, c'est l'illustration parfaite de ce qui a pu se passer. Mais c'est vrai qu'on a à Grenoble, on a eu ce lourd héritage des générations qui avaient gagné, qui étaient très fortes, et ça a quand même mis pas mal de pression. Et ce qui était chouette, c'est que j'ai pris mon club en Fédéral 1 et je l'ai amené jusqu'en top 14. Et ça, je veux dire, c'est une histoire, c'est assez rare, hein, dans le rugby pro. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait. Je crois qu'il y a Albi qui l'a fait et peut-être certains joueurs de Vannes qui vont le faire cette année. Mais Il y a c'est le à peu Stade près. français, attends. Ouais, mais le Stade français, me parle Ah, du c'est pas Stade pareil, français. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, on était sur une autre dimension, mais si tu veux, l'histoire elle est belle, quoi, parce que j'imaginais pas quand j'ai commencé en Fédéral 1 que je me tapais Gennevilliers dans la poule, de jouer 7 ans après contre Toulon et Johnny Wilkinson, tu vois. C'était impossible à imaginer. Et qu'est-ce qu'ils avaient cette équipe, c'était quoi le petit truc magique, Est-ce que c'est juste que les hommes de montagne sont toujours plus costauds, ou ils avaient quoi cette équipe, de Grenoble de l'époque? Ouais, les mammouths, alors tu sais, c'est toujours les histoires anciennes, il y a toujours à boire et à manger dans ce qu'on raconte, hein. Et puis, Il y a un peu de légende, un peu de vérité. ouais, et tu sais que plus les années passent et plus tu en rajoutes une couche ou deux dans les anecdotes, quoi. Mais en tout cas, c'était des monstres physiques pour l'époque, hein, parce que Willy Tao jouait parfois troisième ligne, parfois trois quarts centre, parfois ailier. Il faisait déjà 1,90 m pour, je pense, 110 kilos, il devait faire.
Donc déjà à l'époque, c'était des gabarits qui faisaient peur et puis ils étaient virulents, quoi. Voilà, les vrais hommes de montagne, virulents. Et c'est vrai que tout cet héritage-là, tu vois, c'est un peu comme les Toulonnais de l'époque, les Niçois, tu vois, il y a toute cette génération, mais voilà, c'est un autre rugby, mais on savait qu'à Grenoble, il fallait quand même s'y coller avec le pack grenoblois. Et puis il y a eu plein d'histoires, notamment entre Grenoble et Toulon, où il y avait des générales incroyables qui avaient fait le tour de toute la presse à l'époque. Et voilà, si tu veux, c'est tout ce mélange de légendes. Et puis évidemment, tout ce qui se passait en troisième mi-temps avec des mecs, si tu veux, qui se prenaient moins la tête et qui partageaient ce plaisir d'être avec leurs supporters. Des fois, ça dérapait, évidemment, mais ça fait aussi partie de la légende de ces joueurs-là, tu vois. Mais tu parlais tout à l'heure de ton rapport un peu émotionnel au rugby, en fait. C'est-à-dire que tu n'y es pas pour la fame ou la thune ou l'histoire. C'est juste que voilà, quoi, tu y vas pour être avec tes potes et vivre de ta passion. Est-ce que c'est un peu ce qui t'a porté aussi sur le tard, un peu, on peut dire, vers l'équipe d'Algérie? Ouais, en fait, quand je te dis que j'y vais pas pour l'argent, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Aujourd'hui, je sais que j'ai la chance d'avoir un métier qui me fait bien gagner ma vie. Mais si tu veux, au début, c'était pas ça. Quand j'ai commencé ma première saison professionnelle en Fédéral 1 avec Grenoble, je gagnais 300 € par mois. Aujourd'hui, 300 €, les mecs, ça les fait rigoler, tu vois. Et cette année-là, j'ai fait 22 ou 23 matchs, je sais plus, en Fédéral 1. Donc, si tu veux, c'était un autre contexte. Donc, voilà, les années passant et on va dire, ma vision mythique que j'avais du rugby s'est un peu dégradée. Et du coup, je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis quand même bien content d'être bien payé. Mais c'est vrai que quand je suis allé chercher ça avec cette équipe d'Algérie, quand je suis allé me poser la question à 34 ans, est-ce que c'était un intérêt pour moi d'aller jouer avec cette sélection nationale? Mhm. Ben, je suis allé retrouver ce que je vais retrouver, je l'espère, l'année prochaine dans le rugby amateur. C'est les mecs qui sont là parce qu'ils sont contents d'être ensemble, ils ont envie de passer tout leur temps ensemble. Aujourd'hui, quand tu fais un déplacement avec un club de rugby pro, les mecs passent la journée dans la chambre d'hôtel, ils sortent pour le repas et pour la réunion d'avant-match, et rideau, quoi. Je veux dire, Ouais. en équipe d'Algérie, les mecs, ils laissent leur téléphone dans leur chambre, ils passent toute la journée ensemble à se raconter un peu. Et j'avais besoin aussi, ça c'était plus pour mon histoire personnelle, de me raccrocher un peu à mon histoire personnelle et Ouais. essayer de découvrir qui j'étais. Parce que si tu veux, mes grands-parents qui avaient vécu en Algérie, ils nous ont jamais parlé de ce pays-là et de tout le temps où ils avaient passé là-bas. Et j'avais besoin un peu de tout ça pour savoir qui j'étais vraiment et qui m'avait construit, enfin mes ancêtres, comment j'avais été construit. Et ça explique sans doute, je pense, le caractère que j'ai. Et c'est aussi ce qui m'a porté aussi loin jusqu'à terminer cette année à 38 ans. Je pense que si j'avais pas eu ce caractère-là, ça fait un moment que j'aurais baissé les bras. Très lâché. Mais je t'avoue que j'ai un peu enfin pas du mal à croire, c'est pas que je te crois pas, mais cette idée de quand tu décris le rugby pro comme des mecs qui vont vraiment, parce que même dans la communication du rugby pro, dans la communication des équipes nationales ou des équipes des grandes villes, quoi, toute la com, elle tourne quand même autour de l'amitié, des potes ensemble, des mecs qui sont contents de jouer. Enfin, j'ai un peu du mal à croire, j'ai du mal à imaginer en fait une équipe, même si elle est pro, de mecs qui viennent, qui s'emmerdent entre les matchs en fait, quoi, entre eux. Bah, pourtant, c'est comme ça que je l'ai vécu moi, depuis quelques années. Je t'avoue que je te donne des exemples concrets qui vont peut-être te parler. Tu sais, dans les équipes, on dit souvent que pour connaître les mecs, il faut les découvrir en dehors du rugby. Donc on fait comme les amateurs, de temps en temps des repas ensemble, où on va manger, chez le petit restaurateur du coin qui est content de recevoir l'équipe de rugby, voilà, tu vois? Mhm. Et très souvent, en tout cas les dernières fois où j'ai fait ça, tu arrives au moment du dessert, les mecs ont fini le dessert, 3 minutes après, ils sont dans leur voiture, tu vois? Ah, ok. Et en fait, si tu veux, c'est tout ce ressenti-là, si tu veux, moi, quand j'étais avec mes copains, à l'école de rugby, ça remonte il y a longtemps, quand j'étais avec mes copains à l'école de rugby, j'avais jamais envie que ça se termine. Tu vois? Je me Ouais. disais me disais: «Mais ça va durer toute la vie, ça va être génial», tu vois? Ils vont rester chez moi, je vais passer mon temps avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que les mecs, ils sont mieux quand ils sont pas avec leurs collègues du rugby. Alors, mais c'est mon ressenti à moi, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui le perçoivent différemment. Dans le rugby pro, j'ai très peu, d'amis, quoi. Moi, tous mes amis, ils sont dans le rugby amateur, c'est mes copains de la fac, voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés dans un autre contexte. Mais dans le rugby pro, je pense que mes amis du rugby pro, ils se comptent, sur les doigts d'une main, quoi. Ouais, normalement, le dîner commence au dessert, hein. Ouais, et si tu veux, alors après, je comprends que, tu sais,
on se voit tous les jours, quoi. C'est-à-dire que Ouais. quand tu vas au rugby pro, tu te vois tous les jours, tu te vois plus souvent que les gens de ta famille. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y a les femmes à la maison qui commencent à dire: «Oh, tu commences à me gonfler avec ton rugby, tu es encore parti, machin». Et mais moi, je suis persuadé que pour construire une équipe, il faut avoir envie de passer du temps ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, tu vois, ce côté, alors là, le contexte, il est encore plus particulier parce que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de troisième mi-temps, alors, Ouais. bon, ça c'est encore c'est encore plus compliqué. Mais si tu veux, je vais terminer pour ça. Et si j'ai accepté, que Roman m'inscrive sur la liste de Fédéral 3 l'année prochaine, c'est parce que j'ai envie d'aller vivre ça. Et j'espère ne pas être déçu, parce que peut-être que je serai déçu et me dire: «Bon, bah, finalement, c'est pareil en bas, quoi». Voilà. Ouais, Alors peut-être que le rugby amateur, tu l'as aussi, mystifié et ouais, après si tu veux, il a changé aussi, hein. il y a sans doute des exceptions à ce que je dis. Il y a sans doute des clubs où les mecs sont hyper contents, ils passent toute leur vie ensemble, sans doute. Mais j'ai quand même senti qu'il y a pas mal de choses qui avaient changé. Enfin, je te donne un dernier exemple et puis après on évacuera ça, parce que sinon je vais me fâcher avec certains mecs. Mais si tu veux, le On veut premier du réflexe, buzz, on veut du clash. le premier réflexe, tu vois, quand tu rentres dans le vestiaire après l'entraînement, les mecs, on a un vestiaire qui fait tout le tour, si tu veux, donc tout le monde voit tout le monde. Le premier réflexe que les mecs ils ont, ils s'assoient, ils prennent leur téléphone. Bah, pour moi, tu as tout perdu quand c'est comme ça. Je veux dire, discute avec les mecs, apprends à savoir qui ils sont, et cetera. Et si tu veux, je suis peut-être aussi fautif parce que plus les années avançaient, et moi j'avais envie de faire l'effort d'aller vers les mecs, si tu veux. Moi j'avais envie de les connaître, et du coup peut-être qu'à un moment donné, je suis rentré aussi dans la même routine que ces mecs-là, parce que c'était comme ça que ça se faisait. Et c'était peut-être moi à l'ancien, à un moment donné, de dire: «Bon, tu rentres dans le vestiaire, ton téléphone, tu peux attendre d'être dans ta voiture pour le regarder. Là, on a des trucs, à se raconter», tu vois? Et en fait, ce mélange de plein de petites choses comme ça qui me change quand même du rugby que j'avais connu au début, et voilà, et qui m'attriste un petit peu. Mais bon, je m'en fous puisque moi, c'est fini pour moi le rugby, donc c'est plus mon problème. Ah non, c'est pas fini, c'est le rugby pro qui est fini, mais Oh, ouais, ouais, une dernière saison, c'est le tour 66 à la Johnny Hallyday, hein. C'est c'est le vrai. c'est le final tour, la tournée Voilà, d'adieu, c'est vraiment pour saluer les gens qui m'aiment bien, mais c'est tout, quoi. Voilà, et ils sont pas nombreux à bien m'aimer en plus, donc ça va aller vite. Je crois qu'il y en a 3 dans ton fan club, je les ai croisés. C'est Ouais, Tiens, adorable, des gens adorables. j'aimerais bien revenir sur l'équipe d'Algérie. Et est-ce que tu joues toujours pour eux ou est-ce que c'est fini? Alors, ce qui est particulier, c'est que la dernière sélection nous remonte à 2019, puisque, Ouais, c'est il y ça. a eu tout ce contexte sanitaire qui est arrivé un peu entre-temps, et voilà. Si tout va bien, si on arrive à voyager, normalement, on doit jouer là au mois de juillet, puisqu'il y a la première, on va dire, la première partie des qualifications pour la Coupe du Monde, puisque aujourd'hui, en fait, il y a 12 équipes qui sont en première division d'Afrique. Donc là, au mois de juillet, on devrait jouer contre l'Ouganda et le Ghana. Donc en fait, il y a 4 poules de 3, et les 2 premiers de chaque poule font le tour suivant qui aura lieu l'année prochaine. Et l'année prochaine, le tour suivant, tu auras un qualifié direct, qui en général est la Namibie, hein, puisque la Namibie s'est qualifiée quasiment systématiquement, et tu as un deuxième qualifié qui fait après un tournoi de repêchage. La dernière Coupe du Monde, de mémoire, c'était le Kenya qui a fait un tournoi de repêchage avec l'Allemagne. Ça va parler à Charlie, il est content. Il y avait l'Allemagne, Hong Kong et le Canada. Et finalement, c'est le Canada qui s'est qualifié pour ce dernier tournoi. Donc normalement, si tout va bien, mois de juillet, on a ce qu'on appelle un triangulaire, hein, comme on appelait chez les minimes, avec l'Ouganda et le Ghana, en espérant être dans les 2 meilleures équipes pour l'année prochaine, voilà, faire cette phase qualificative à la Coupe du Monde. Attends, tu veux dire que tu peux peut-être aller à la coupe du monde avec Ouais, c'est l'Algérie? ça. Aussi fou que ça puisse paraître, il y a quand même une petite chance. Alors, En évidemment, jouant en fait 3. mais si tu veux, nous, tous les mecs qui jouent en équipe d'Algérie, on a très peu de joueurs professionnels, hein. Ça va de fédéral 1 à fédéral 3, quoi. Et en fait, en passant par la zone Afrique, déjà, bon, tu pas l'Afrique du Sud, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour nos articulations, déjà. Et après, vraiment, le top numéro 2, c'est la Namibie. Donc, si tu veux, sur un match, si tu arrives à te défaire de la Namibie, bah, ça veut dire que tu peux te qualifier. Et je sais pas si vous avez regardez en détail les poules de la Coupe du Monde. L'équipe qui s'appelle Afrique 1, et du coup qui sortirait premier du continent Afrique, se retrouve dans la poule de la Nouvelle-Zélande et de la France. Donc je vous laisse imaginer un France-Algérie qui est programmé à Marseille.
Je voulais Ah, te mettre, Ah, ouais. c'est super. grandiose. Comment est-ce que le rugby s'est vu, en Algérie? Parce qu'avec Charlie, on a eu la chance avec notre club de folklore d'aller à Maroc pour jouer un petit, compétition. C'était super sympa. On se retrouvait dans dans une espèce de soirée où il y avait, des personnes des motards, des rugbymen, des rockers. En fait, c'était super intéressant parce que j'avais l'impression que c'était un peu rebelle, en fait. Le rugby, c'était nouveau, c'était, quelque chose que pas tout le monde faisait, un peu underground, un peu rebelle. Est-ce que c'est la même chose, en Algérie? Bah, tu sais, on fait souvent des différences entre le foot et le rugby. Le foot, le sport populaire qui peut être pratiqué n'importe où, à n'importe quel endroit. Le rugby, il faut être quand même quelques-uns et on dit souvent que c'est un sport de riches, même si c'est pas la réalité. Et dans des pays comme ça, c'est perçu comme ça. Et si tu veux, aujourd'hui, il y a un gros travail de la fédération sur le territoire pour essayer de faire comprendre qu'on peut être un rugbyman algérien et jouer des matchs internationaux. Et si tu veux, aujourd'hui, il y a un grand développement, notamment toute la partie nord de l'Algérie, évidemment, qui est sur les plages, hein. Mmh. Et il y a un grand développement du beach rugby Ah pour oui? commencer ouais, à développer un petit peu cette pratique. Et aujourd'hui, chose incroyable, il y a 10 ans en arrière, tu as des petites filles, des jeunes filles, des adolescentes, des femmes qui jouent au rugby. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable quand et ce qui m'a donné envie d'aller voir cette sélection, c'est on a vraiment ce lien social d'éducation, tu sais, de remplacer peut-être un peu l'éducation des parents qui parfois peut être un peu compliquée, par le rugby. Et c'est vraiment ce vecteur social qui moi m'a bien intéressé et je trouve que c'est génial quoi, ce que la Fédé fait pour le développement du rugby en Algérie et moi j'ai qu'une hâte, c'est de voir comment les gens vont réagir si on arrive à jouer un match en Algérie. Je pense que quand tu vois comment ils ont été complètement fous quand, l'Algérie, a gagné la CAN en foot, Ouais. tu te dis si ça prend les mêmes proportions en rugby, ça va être dingo, quoi. Mais c'est marrant le lien social dont tu parles, qui est souvent en effet moteur des fédérations pour inculquer le rugby dans des pays où le rugby n'est pas très connu. C'est en réalité un peu partout en France aussi, la fédération s'appuie sur ce côté social aussi, d'aller chercher dans les coins où le rugby n'est pas le sport numéro un en France pour faire développer justement oui, un lien social pour faire grandir les enfants à travers le sport. Bah, tu sais, moi quand j'ai commencé le rugby, il y avait un slogan, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on disait, «L'école de rugby Ouais. l'école de la vie» et moi je trouve que c'est le meilleur slogan qui ait jamais été trouvé dans le rugby parce que, moi le rugby, ça m'a aussi aidé à devenir, l'homme que je suis. Ça m'a pas aidé uniquement à devenir un sportif professionnel, ça m'a aidé à devenir un homme, à prendre confiance en moi évidemment, à prendre confiance en plein de choses et puis à découvrir les gens, les personnalités. Mais quand je te parle des personnalités, c'est à la fois le côté positif et le côté négatif, tu vois? Mm. Quand j'étais plus jeune, je faisais confiance à tout le monde et aujourd'hui mon parcours dans le rugby professionnel, m'impose de me méfier parfois de certaines promesses qui sont pas tenues, si tu veux. Et en fait, ça m'a vraiment éduqué, personnellement pour le reste de ma vie, parce que vous doutez bien que j'ai pas gagné suffisamment d'argent pour, ne plus travailler de ma vie. Mais si tu veux, j'ai envie de transposer ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, parce que je pense que j'ai plutôt un côté entrepreneur et être fier en fait de la politique que tu vas mettre au sein de ta structure, commerciale. C'est, ce côté, vraiment collectif, en fait écarter ton ambition individuelle au profit de l'ambition collective. Et ça, c'est pas toujours facile, que ça soit dans la société ou dans le monde de l'entreprise. Et je crois qu'il y a que le rugby, même si aujourd'hui on se fait un peu dépasser par un sport comme le handball, qui je trouve est notre frère jumeau et C'est vrai. qui s'appuie beaucoup sur ces valeurs-là. Et je trouve que le rugby est quand même super positif pour ça. Et j'ai envie de transposer assez rapidement tout ça dans ma deuxième vie, qui va commencer là dès le mois de juillet. J'aimerais bien parler de ta prochaine carrière, en fait, mais j'aimerais bien juste avant de revenir sur cet aspect que tu avais dit tout au début, bah, je suis un joueur amateur dans un corps professionnel, mais j'imagine que ce n'est pas que des qualités physiques quand même. Donc, comment toi, tu as travaillé le côté mental en tant que joueur pour être si résilient, de rester de 15 ans dans ce métier professionnel? Comment on travaille, par exemple, pour un jeune joueur ou quelqu'un qui va jouer le samedi en folklore, comment est-ce qu'il peut travailler cet aspect mental? Bah, je pense qu'il y a aussi les parcours de vie. Je crois que tu as utilisé le terme, parfait. Je sais pas si ça vient de tes origines, mais pour moi, le mot résilience, je pense que c'est celui qui caractérise le plus, mon parcours. En fait, si tu veux, moi, à partir du moment où les gens m'ont dit que j'allais pas y arriver, c'est là où j'ai trouvé ma motivation. Et en fait, donc durant tout mon parcours, on m'a toujours dit: «Tu vas pas y arriver». Tu vois?
le premier jour où je suis arrivé au Réchal de Grenoble, ouais, on va te garder 15 jours, puis on verra comment ça se passe. C'est-à-dire que le mec, je suis arrivé, déjà, il savait que ça allait pas se passer, si tu veux. Et en Mmh. fait, c'est tout ça qui a été moteur, en fait, dans ma vie, c'est de montrer aux gens qu'ils avaient tort. Et à un moment donné, je pense que ça m'a joué des tours parce que si tu veux, je me suis senti un peu, peut-être pas mal aimé, mais dans le sens où j'avais l'impression que mes performances n'étaient pas suffisantes, que les gens retrouvaient toujours quelque chose à redire. Mais ça m'a servi de motivation. Et la deuxième motivation, quand je te disais que le parcours familial est important, si tu veux, moi j'ai un grand frère handicapé qui est malheureusement un handicap de naissance. Et si tu veux, je sais que lui pourra jamais pratiquer n'importe quel sport puisqu'il est dans un fauteuil roulant électrique. Et ça, c'est aussi ma deuxième force de motivation parce que si tu veux, toutes les choses que je fais, je les fais pour deux. Voilà. Et Mmh. je me dis que lui, il n'a pas cette chance-là. Il a beaucoup de mal à parler puisque voilà, c'est difficile pour lui par rapport à son handicap. Mais je sais que quand il me voit sur un terrain de rugby, je ressens la plus grande fierté du monde. Et ça, si tu veux, c'est la meilleure des récompenses. Et évidemment, la dernière, c'est aujourd'hui mes enfants, puisque je suis un jeune papa. Mmh. Et quand je vois mes enfants au stade, aujourd'hui, c'est ce qui me porte aussi encore à aller au bout de cette aventure, parce que j'ai envie qu'eux, plus tard, puissent raconter, oui, oui, moi j'ai vu mon papa jouer, si tu veux. Moi, j'ai jamais pu le raconter, parce que j'ai jamais vu mon père jouer. Mais Mmh. eux, j'aimerais bien que plus tard, ils se souviennent qu'à un moment donné, ils m'ont vu jouer au rugby. C'est super beau cette réponse. On entend, comment dire, on entend que tu as envie de prouver, mais en même temps, bah, pas juste prouver pour toi-même, prouver pour des autres aussi. Ouais, parce que, je te dis, les parcours de vie font qu'il y a des choses que malheureusement que tu subis, que tu as pas décidé. Et c'est soit tu décides de te morfondre dans ton coin en disant: «Bon, bah, c'est comme ça, il faut que je l'accepte, c'est le destin», soit tu essaies de bousculer un peu les choses. Et si tu veux, mon frère, on a fait en sorte que, sa vie soit la plus normale du monde. Et ça faisait partie de ses activités de venir me voir au rugby. Et vraiment cette fierté que j'ai pu ressentir dans ses yeux. Alors, il y a lui, mais il y a évidemment tout mon environnement proche, mes parents, mes oncles et tantes. Tu sais comment ça se passe quand tu es joueur professionnel. À tous les repas de famille, on évoque forcément le rugby. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, comment ça se passe le rugby? On t'a vu à la télé. T'es un peu la star de la famille, si tu veux. Mais je sais que ces gens-là, ils pensent souvent à moi. Ils me le disent pas tout le temps. Mais je suis heureux aussi voilà, de représenter un nom, de représenter une famille, 2 familles du coup, puisqu'il y a la famille de mon père et de ma mère. Et ça te porte au-delà de ce que tu avais imaginé. Moi, quand j'ai commencé ma carrière pro, je me suis dit: «Allez, si ça dure 5 ans, putain, c'est un miracle, c'est génial, quoi». Et ça aura duré 16 ans. Et ce qui est encore plus beau, c'est que j'ai pu décider de quand ça allait se terminer, puisque c'est moi qui ai décidé que ça allait se terminer cette année. Et je trouve que ça, c'est encore plus beau, quoi, de pas terminer sur une vilaine blessure ou sur quelque chose une dernière saison qui se passe mal. Et je suis vraiment heureux, et je te le dirai encore plus dans quelques semaines, heureux que ça se termine, parce qu'aujourd'hui, mon corps, il est fracassé, quoi. Les lendemains sont plus durs. Ouais, les lendemains, puis tu vois, aujourd'hui, je suis rentré de l'entraînement à 4h30. Et ben, la deuxième journée, elle commence, puisque les enfants, ils sont plein badin. Donc, si tu veux, tu fais 2 journées en une. Demain matin, je sais que les enfants, à 7h, ils vont être debout. Voilà. Et puis moi, j'enchaîne sur ma journée d'entraînement. Mais si tu veux, ces gens-là et ma famille un peu plus proche, je parle de mon frère, ma sœur, mes parents, depuis 16 ans, j'ai pas fait d'anniversaire, j'ai pas fait de mariage, j'ai pas fait d'enterrement, j'ai pas fait de bar mitzvah, j'ai pas fait de tout ce que tu veux. Et parce que j'avais le rugby, si tu veux. Pour moi, la priorité, c'était le rugby, et puis la famille, on verra après. Et aujourd'hui, je sens que c'est le moment de m'occuper de ces gens-là, parce qu'ils m'ont trop manqué pendant toutes ces années-là, même si j'étais jamais trop loin, si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de passer du temps avec ces gens-là, parce que voilà, parce que c'est le besoin du moment, et j'ai envie d'être comblé là-dedans. Bah, c'est bien beau. Je t'avais dit, bah tiens, en tant que joueur professionnel, tu es un peu le star de la famille. Et je trouve que tu es quelqu'un qui a tendance de dire ce que tu penses, qui peut être à la fois une bonne chose et peut-être une mauvaise chose dans une carrière pro. Parfois, est-ce que ça t'a fait un mauvais tour aussi d'être honnête et dire ce que tu penses? Ouais, 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 ça m'a joué des tours. Après, moi, si tu veux, ce qui est sûr, c'est que là, ça va se terminer cette année, et que je peux me regarder dans une glace, et que moi, j'ai jamais parlé dans le dos des gens. Quand j'ai eu quelque chose à régler, j'ai toujours réglé entre 4 yeux. Ça m'est même arrivé, notamment juste avant de partir de Grenoble, de me battre à l'entraînement avec des mecs de mon équipe, parce que je savais que c'était la fin, et parce que j'avais envie de régler le problème. Et, et ouais, mais parce que c'est mon caractère qui est comme ça. Mais oui, ça m'a joué des tours, notamment, je pense que ma fin d'aventure à Grenoble,
a été du fait que, si tu veux, quelques semaines, voire quelques mois avant que je parte de Grenoble, il y avait l'entraîneur des avants qui s'appelait Sylvain Bégon à l'époque, qui s'était fait virer. Et en fait, si tu veux, le manager nous avait convoqués quasiment tous, là, les avants, en disant bah, qu'est-ce que vous pensez de Sylvain Bégon et tout ça. Et moi, j'avais dit écoute, moi, je trouve que c'est un mec qui fait du super travail, je suis très content de lui. Voilà, on est les joueurs, on est les premiers responsables de ce qui se passe sur le terrain. Et en fait, le manager me répond ah, bah, c'est marrant parce que t'es le seul à m'avoir dit ça. Et en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que tous les autres, en fait, quand on était dans le vestiaire, ils me disaient la même chose que moi. Et quand il a fallu parler au manager en tête-à-tête et dire ce qu'ils pensaient de l'entraîneur, ils ont dit l'inverse. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça se passe comme ça. Et en fait, si tu veux, ben, l'entraîneur s'est fait sauter. Et 2 mois après ou 3 mois après, c'est moi qui partais du club parce que j'avais sans doute pris position par rapport à ça. Et c'est un enchaînement de circonstances comme ça que. Mais aujourd'hui, cet entraîneur-là, quand je le vois, puisque Sylvain Bégon est redevenu entre-temps entraîneur des Avants de Grenoble, bah, je sais que je peux lui serrer la main, le regarder dans les yeux, tu vois. Et lui, il sait qu'il peut me regarder dans les yeux parce que je lui ai jamais dit quelque chose en pensant le contraire de ce que j'étais en train de lui dire, tu vois. Mais ça, c'est pour des prises de position assez. Enfin, qu'on peut qualifier d'importante. Enfin, c'est-à-dire que c'est pour une vie de groupe ou par rapport à. C'est même, enfin, même pas la vie de groupe, c'est par rapport à toi, si tu portes tes idées, si tu portes tes valeurs. Je sais où tu veux m'amener, c'est ça. Est-ce que mes sabots sont trop gros? Je chose du 50. Tu m'as peut-être entendu arriver. Mais il y a des fois où peut-être c'est plus léger, les fois où tu laisses ta parole. Par exemple. Sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai envie de te parler de Perpignan, des réseaux sociaux, de tout ça. Des fois parce que c'est marrant, mais là, tu évoques avec nous des choses sur ta vie privée un peu, enfin, sans y rentrer en profondeur, mais tu évoques un peu la personne que tu es en parlant de tes proches, sans les mentionner nommément. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que tu es, on le disait, un homme de réseaux sociaux. Enfin, on allait y venir. Tu as gagné le prix du joueur numérique en 2016, je crois. C'est quand même Et le seul, il pas me rien. semble Ça veut dire quelque chose. Comment? Le seul est unique. Le Ouais, seul est unique, ouais, ouais, le seul est bravo. unique, un super prix bleu. Donc c'est quand même quelque chose. Mais paradoxalement, même si tu es très présent sur les réseaux, on sait pas grand-chose en fait de toi. C'est-à-dire que tu es sur les réseaux, mais dans l'échange, dans le commentaire de l'actualité, où tu publies des trucs, tu commentes, ou tu appelles des gens, tu cites des gens, mais t'es pas comme la plupart des joueurs sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup leur gueule, leur famille, ce qu'ils ont bouffé le midi ou des trucs comme ça. Enfin, ils se dévoilent beaucoup à l'image, mais toi, tu te dévoiles beaucoup en fait dans la parole, dans l'échange. Ouais, bah, si tu veux, moi, je veux aussi préserver ma famille par rapport à ça parce que, comme tu l'as évoqué, notamment avec les supporters de Perpignan, c'est une histoire qui date quand même de quelques années puisque ça remonte à 2018, janvier 2018, où avec Béziers, on était allé gagner à Perpignan et ça avait sur une des dernières actions du match et où ça avait commencé un petit peu là, le chambrage des Catalans. Puis dans la foulée, ils avaient chambré un peu Grenoble quand ils avaient été champions avec Forletta qui avait chanté, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Grenoblois verront le bouclier à la télé. C'était parti un peu comme ça. Et si tu veux, j'avais pris un peu position par rapport à ça. Mais si tu veux, là où ça va loin, c'est qu'on s'en prenne à moi. À la limite, ça, je peux le comprendre, mais qu'on puisse me menacer de retrouver où j'habite, de venir me voir à l'entraînement, d'en vouloir à mes proches. Et c'est aussi pour ça que je préserve un peu mes proches par rapport à ça, parce que j'ai pas envie qu'on puisse les reconnaître. J'ai pas envie qu'on puisse à un moment donné se dire ah tiens, ça c'est quelqu'un qui fait partie de la famille de Jonathan Metz. Donc je suis très prudent vis-à-vis des réseaux sociaux, en particulier Twitter, parce que c'est là où tout a commencé entre toi et moi. Mais Twitter, tu sais qu'il y a beaucoup de faux profils, des gens qui créent Bien des sûr. profils juste pour venir s'intégrer. Il y a de l'anonymat aussi. Il y a de l'anonymat, mais ça n'empêche pas d'avoir des prises de position franches. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais il y a aussi un double moi, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ce trophée du joueur, le vrai nom, je crois que c'est le joueur digital Digital de l'année, ouais. Fait qu'aujourd'hui, je me suis créé aussi un personnage sur les réseaux sociaux duquel je ne peux plus sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait aussi partie de mon jeu de créer la polémique sur certains sujets. Parce que je sais que j'ai un réseau, un Twitter en particulier, qui va être hyper réactif et hyper virulent. Et ça fait aussi partie du jeu. Dans la vie de tous les jours, je pense être un gars cool qui se prend la tête avec personne. Mais aujourd'hui, je suis obligé de rester dans ce personnage-là parce que c'est ce que les gens viennent chercher chez moi. Et par contre, quand je dis les choses, c'est aussi des choses que je pense. Mais si tu veux, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui pensent des choses, mais qui les disent pas. Et en fait, moi, je les pense et je les dis. Et c'est aussi pour ça que ça fait qu'à un moment donné, ça fait le buzz. Mais si tu veux,
comme tu disais, et c'est aussi comme ça qu'on a appris à se connaître, c'est que moi je réponds à n'importe qui, n'importe quand, Ouais. parce que j'ai envie de garder le contact. C'est pas, j'ai pas quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux, je mets pas en avant mes sponsors. Bah, j'en ai pas, Oui, donc c'est c'est moi qui ça, le ouais. je mets pas en avant mes sponsors, je fais pas des publicités pour me mettre en avant, etc., etc. Et je trouve que putain, on reste que des êtres humains, on n'est pas des dieux, quoi. On reste des êtres humains et il faut garder ce contact parce que toi, je sais aussi que de temps en temps, tu dois peut-être regarder des matchs de Béziers parce que tu me connais et qu'il y a 5 ans, et il y a 5 ans, tu aurais sans doute pas regardé un match de Béziers. Voilà. Mais C'est pas aujourd'hui, faux. ça voilà. Et juste parce qu'en fait, tu t'attaches à un personnage alors qu'on s'est jamais croisé de notre vie. Et en fait, ça fait aussi la partie du truc. Et moi, je suis content d'avoir toujours eu le contrôle de mes réseaux sociaux parce que j'ai toujours eu cette liberté de parole. Mais est-ce que t'as pas fini un peu, pas prisonnier, le mot est trop fort, mais je veux dire, tu disais tout à l'heure que du coup, ça fait un personnage. Est-ce que parfois, tu te sens pas obligé de sortir la vanne parce que tu dis, si je la sors pas, on va me dire que j'ai baissé la tête parce que je l'ai pas sorti alors que, Si, si, bien sûr que je fais il y a aussi des fois, je fais des choses parce que je suis dans ce personnage-là, mais si tu savais le nombre de fois où je me retiens d'écrire ouais, certaines choses. j'imagine. Ce qui est rigolo, je te donne une anecdote qui me fait toujours rigoler, c'est que, une année avec Béziers, on était allé jouer à Massy, donc on avait gagné du côté de Massy et par chance, ce soir-là, on avait pu dormir, à côté de la gare de Lyon, donc on avait profité pour aller boire quelques apéritifs, hein, ce qui est un peu mon domaine de prédilection dans une rue réputée, hein, de Paris, avec des bars très connus. Et si tu veux, je rentre dans ce bar-là, je connaissais personne, j'ai reconnu personne. Et en fait, les mecs étaient juste contents de me dire que c'était mes followers sur Twitter, tu vois. Ouais, Et en fait, les ouais. mecs, ils m'ont payé des canons toute la soirée. Et en fait, à la fin de la soirée, ils m'ont dit, mais en fait, t'es aussi pas la personne qu'on imagine à travers les réseaux sociaux. Et si tu veux, ça fait plaisir de se rendre compte que quand tu rencontres quelqu'un pour de vrai, peut-être que ça peut te faire changer d'opinion par rapport à la personne que c'est vraiment, tu vois? Et, Ouais, et moi ça me permet aussi de dédoublement de personnalité, tu vois? Il y a des fois non, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, bah, des fois, il y a un mec qui me dit un truc à l'entraînement, j'ai envie de lui dire, tu vois, j'ai envie de l'assassiner. Bah, je me défoule, je me défoule un peu sur les réseaux sociaux ou tu vois, ou quand tu as un mec qui te dit quelque chose dans la rue, tu as envie de lui dire, et en fait, les réseaux sociaux, ça me permet de dire à des gens que je connais pas et que je verrai peut-être jamais, des choses que je dis pas à des gens dans la vie de tous les jours parce que je peux pas le faire, parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte en société. Mais c mais mais c'est aussi le grand problème des réseaux sociaux, et j'aime bien cette phrase qui dit que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça donne la parole à des gens qui auraient jamais dû l'avoir, tu vois? Et c'est un peu ça le problème aussi. Ouais. Mais pour moi, je pense que tu es déjà expérimenté dans le média, parce que est-ce que tu peux nous parler de le sport dauphinois, si j'ai bien Ouais, prononcé? alors ouais, et tu l'as bien dit. Alors c'est vrai que c'était il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je suis plus dans cette aventure-là, mais c'est vrai que moi, je suis en fait, quand j'ai commencé ma carrière pro, moi, je voulais être journaliste sportif. D'accord. Et j'ai les premiers souvenirs en fait, si tu veux, mon père, quand il a arrêté sa carrière, il commentait les matchs sur la radio, sur une radio qui s'appelait, Radio France Drôme. À l'époque, on appelait ça les radios France. Il m'avait amené voir, je me rappelle, c'était un Rumilly-Bayonne, un match, ça devait être un match de groupe A, donc je te parle de ça, ça doit être dans les années, je sais pas, je dois avoir 6-7 ans, donc c'est peut-être dans les années 90, un Rumilly-Bayonne. Et en fait, je me rappelle, tu vois, être rentré dans le vestiaire avec mon père qui avait son petit sac d'interview là, et voir ces géants-là, tu vois, et de me dire, c'est ce, c'est ce métier que je veux faire parce que je veux rencontrer des gens comme ça, si tu veux. Et donc, moi j'ai toujours imaginé être journaliste sportif, et donc j'avais eu l'occasion, en parallèle de ma carrière, de créer un média sur Grenoble. Et c'est vrai que j'adore les médias, j'adore la radio, j'adore la télé, c'est des trucs que j'aime bien parce qu'on est dans un métier qui est passionnel et qu'aujourd'hui, tu peux faire ressentir des gens une passion incroyable à travers le sport. Il y a que ça aujourd'hui je veux dire, quand tu parles de politique, il y a pas forcément, il y a pas toujours de la passion, quoi. C'est des sujets qui reviennent toujours, mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'ai toujours voulu être journaliste et il y a eu cette aventure-là qui s'est créée. C'est un média qui existe toujours, je fais plus partie de l'aventure, mais évidemment, j'ai pas abandonné mon idée d'un jour intégrer des médias. Et c'est aussi pour ça, et c'est l'autre raison pour laquelle je suis actif sur les réseaux, parce que je me dis peut-être qu'à un moment donné, ma personnalité, elle va attirer des gens Mmh. en se disant, voilà, c'est quelqu'un comme ça qu'on veut, c'est quelqu'un qui sort un peu des carcans du journalisme traditionnel et qu'on a envie peut-être, voilà, ma carrière, elle est pas fabuleuse, elle est pas extraordinaire, j'ai pas fait des matchs internationaux, j'ai pas 70 sélections d'équipe de France, mais je pense avoir un tout petit peu de crédibilité pour parler de rugby professionnel et de matchs de rugby. Et voilà, et si tu veux, j'aimerais bien que ça revienne à des oreilles parfois et qu'on se dise, ce mec-là, on le veut pour sa personnalité parce que c'est quelqu'un qui peut aussi nous éclairer sur notre sport.
Je pense on est arrivé tout doucement à cette idée de après-carrière, parce que là, il y a une envie d'être dans le média, mais je vois que tu fais d'autres choses aussi. Et il me semble que tu es prof en ce moment aussi, c'est bien ça? Ouais, exactement. En fait, j'ai eu la chance et ça, c'est encore la magie des réseaux sociaux et en fait, c'est quelqu'un qui travaillait dans des écoles, de commerce et de management sur Montpellier, qui me suivait un peu sur les réseaux sociaux et après cette histoire du Bon Coin, je sais pas si vous vous rappelez, hein, que Oui. je m'étais mis en vente, sur le Bon Oui, Coin, je me souviens bien. qui avait plutôt bien fonctionné et en fait, il m'a contacté en me disant: «Écoute, j'adore ta façon de communiquer, moi je suis intervenant pour des écoles sur Montpellier, est-ce que ça t'intéresse, de faire ça?» Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, si tu veux. Moi, quand j'avais 14-15 ans, il fallait m'exprimer devant la classe, j'en étais incapable et aujourd'hui, je donne des cours devant des étudiants et je trouve que c'est hyper enrichissant déjà de transmettre ce qu'on m'a appris, de faire mon partage d'expérience et j'apprends aussi de mes étudiants, même s'ils ont entre 18 et 22 ans, j'apprends beaucoup de choses d'eux parce qu'ils ont une autre vision du sport et du monde aujourd'hui et je trouve que ce partage-là, il est cool. Alors, l'autre raison, c'est aussi qu'on est bien payé, hein, on va pas se mentir. Heu, mais si tu veux, c'était toujours aussi cette fenêtre que j'avais en dehors du rugby qui me permettait, quand je revenais à l'entraînement, d'avoir la tête bien reposée et de me dire: «Putain, j'ai l'impression d'avoir fait 10 jours sans rugby et de revenir là». Voilà et du coup, je devrais continuer ça normalement, l'année prochaine, je l'espère, sur Montpellier et sur Valence, parce que j'ai une école de management sur Valence qui m'a contacté. Il reste à finaliser les points importants du contrat, hein, parce qu'on parle que au contrat, mais les petits détails, mais ouais, je trouve que c'est super cool et ça m'aide aussi à progresser dans ma communication vis-à-vis des autres. Des choses que j'avais beaucoup de mal à une époque à m'exprimer devant les gens et aujourd'hui, j'ai gagné en facilité grâce à ça aussi. Bien payé et il y a personne qui te plaque non plus, normalement. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai vu aussi que tu as un livre qui va sortir bientôt, c'est bien ça? Ouais, exactement. Alors, j'ai essayé de faire ma petite com personnelle sur mes réseaux sociaux, mais j'espère que ça pourrait aller un peu plus loin parce que j'ai vraiment envie de justement, comme je vous l'avais dit, mon parcours, extraordinaire, mais il faut prendre extra et ordinaire, détaché, hein, puisque c'est un parcours qui sort de l'ordinaire. Si tu veux, j'ai envie de raconter à des gens, à des jeunes rugbyman de 13-14 ans que c'est pas parce que tu es pas passé par un centre de formation, par un pôle espoir, par un contrat espoir pro que tu seras pas rugbyman professionnel et que la seule personne en qui il faut avoir confiance, c'est soi-même et à partir du moment où tu as confiance en toi, bah, tu peux faire réaliser des grandes choses et du coup, j'avais envie de raconter cette expérience-là parce que vraiment mon parcours il est atypique et j'avais envie de partager ça, de laisser aussi une trace de mon histoire. Au début, je savais pas si j'allais le publier parce que c'est quand même très intime de parler de soi et la difficulté de l'autobiographie, c'est que je m'aime pas suffisamment pour avoir envie de raconter, des choses banales, si tu veux. Mais finalement, j'ai franchi le pas. Mon histoire a plu à un éditeur et normalement pour le mois de juillet, donc j'ai mon livre qui devrait sortir, un livre qui va s'intituler Rouge et bleu, avec bleu au pluriel et évidemment, on en revient aux 2 seules couleurs que j'ai eues pendant ma carrière professionnelle, le rouge et le bleu. Mais derrière le mot bleu, il y a évidemment tous les coups, les mauvais coups, tout ce que j'ai pu prendre, toutes les méchancetés, toutes les blessures que j'ai eues durant mon parcours et c'est un peu raconter cette expérience-là et je suis vraiment très heureux du rendu final Mmh. et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'un jour, il y a un petit garçon de 13-14 ans qui m'écrive et qui me dise, «Bah, j'ai lu ton livre et aujourd'hui je crois en moi» et qui me rappelle 5 ans après en me disant: «Bah, je suis devenu rugbyman professionnel parce que j'ai réussi, à croire en moi malgré ce qu'on a pu dire de moi» et voilà, ça serait la plus belle des récompenses, si tu veux. C'est marrant. Est-ce que c'était difficile pour toi d'écrire un livre? Ça a pris combien de temps, par exemple? En fait, j'ai profité du premier confinement de l'année dernière pour me dire, «Bon, bah, comme j'ai rien à faire de mes journées, je vais essayer de m'occuper», si tu veux, voilà, parce qu'on a même complètement arrêté les entraînements. Donc je passais des nuits entières à écrire. En 3 mois, c'était écrit, si tu veux et ce qui a été plus compliqué, c'était de me relire. Parce qu'en fait, j'ai toujours j'ai voulu que ça soit le livre parfait. Alors, rien n'est jamais parfait, si tu veux, mais je voulais que ça raconte le plus précisément possible le la personne que j'étais. Je voulais pas qu'il y ait de mauvaises interprétations des gens par rapport à qui j'étais et donc il y a eu pas mal de recorrections entre-temps et puis après il a fallu trouver les mots justes et j'ai mis quelques symboles qui me paraissent importants. Tu vois, il y a 15 chapitres dans mon livre parce que pour moi, le rugby à 15, chacun a son importance. Et si tu veux, dans mon livre, les 15 chapitres ont tous leur importance dans mon histoire. Et en fait, je parle de tous ces gens, de un petit peu tout ce qu'on a évoqué, mais où je rentre un peu plus en détail. Et vraiment, c'est pas facile parce que j'ai lu des livres qui étaient absolument émouvants, comme le livre de Pascal Papé, où il raconte un peu son histoire personnelle qui est déchirante.
Mais à l'inverse, j'ai lu d'autres livres comme celui de Fabien Galtier qui m'a fait ni chaud ni froid. Tu vois, c'est pas méchant, hein, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. De toute façon, c'est trop tard pour qu'il m'appelle en sélection, mais si tu veux, et pour moi, si tu veux, une biographie de sportif, ça doit raconter de l'émotion. Voilà, en ce moment, je suis en plein dans la biographie de John McEnroe, qui est bon, quand même un sacré personnage. Et si tu veux, il est beaucoup dans le descriptif et il n'est pas suffisamment dans l'émotion. Moi, j'avais envie de partager un peu cette émotion-là, en espérant que des gens qui peut-être me détestaient vont se dire, allez, je vais acheter le bouquin pour voir si je me suis trompé sur le personnage. Et j'espère réussir à convaincre les plus sceptiques que finalement, je suis pas le gros salaud qu'on ose dire sans arrêt sur les réseaux. C'est intéressant parce que tu es très touchant, tu es très dans une émotion et ça me provoque plein de choses. Et je pense que ça serait difficile, par exemple, si je voulais écrire un livre sur ma vie à moi, ça serait difficile de revenir sur les moments passés, sur les erreurs et de revivre ces moments-là. Je suis pas sûr si c'était un peu le cas pour toi ou... Ouais, c'est plus une thérapie. En fait, c'était pour tirer un trait sur ce parcours-là, puisque je raconte ma vie de rugbyman professionnel. En fait, j'avais envie de terminer cette histoire correctement. Et mes enfants sont encore petits, puisque ma fille va faire 6 ans seulement cette année. Et j'ai envie que dans quelques années, elle trouve par hasard dans ma bibliothèque ce bouquin en disant, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'en fait, elle apprenne à découvrir. Moi, si tu veux, je connais pas l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. Il y a plein de choses qu'ils nous ont pas racontées. Mhm. Et j'ai envie que mes enfants, dans quelques années, sans que j'ai besoin de leur raconter, arrivent à découvrir des choses sur moi et arrivent à comprendre comment ces petits bouts de chou sont arrivés au monde et ce qui a fait leur histoire. Et c'est aussi pour eux que je l'ai fait. Et je pense que ce passage de la paternité, tu vois, ma fille va avoir 6 ans, mon fils 3 ans, et ce passage à la paternité, ça a aussi été un déclic pour me dire, j'ai envie de laisser une trace pour eux, le jour où je serai plus là, et qu'ils aient envie, en ouvrant le bouquin, de se dire on est fier de l'avoir comme papa. Et ça sera une belle récompense pour moi, si tu veux, parce que aujourd'hui, c'est ma vie, c'est mes enfants, et que, voilà, que j'ai envie de passer du temps avec eux. Donc, faire attention parce que c'est des moments d'émotion, c'est difficile de se retenir. Tu Voilà. vas me faire pleurer. Pour sécher les larmes, on peut parler de choses plus, Allez, vas-y, je plus... t'écoute. Non, c'est juste moi j'étais curieux de savoir ce que tu avais pensé de ton expérience avec les Barbarians. Parce que c'est ta sélection internationale. Bon, après, il y a eu l'Algérie, évidemment, mais Ouais, c'est parce que ça colle assez avec ton personnage et ton approche du rugby, en fait, les Barbarians. C'est un peu cet esprit amateur dans le rugby international. ah, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. C'était alors, on avait joué à Clermont-Ferrand avec comme capitaine quand même Aurélien Rougerie, tu vois? Donc le La match à classe, ouais. Clermont-Ferrand contre les Samoa qui à l'époque étaient 8e de la nation mondiale, donc c'est vrai que ça reste une expérience assez incroyable. Et en fait, ce petit passage-là, à l'époque où moi j'étais en pleine bourre à Grenoble, c'est vrai que ça m'a réconcilié un peu avec ce rugby parce que je suis tombé sur des sacrés phénomènes. Et c'est pour ça que quand je te disais que le rugby a changé, c'est pas dans sa globalité. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des choses à transmettre. Et ces gens-là, il faut pas qu'ils abandonnent. Il faut surtout pas qu'ils abandonnent le fait que le rugby, c'est un sport merveilleux. Et tu vois, j'ai rencontré des mecs comme Pierre Rabadan, Ouais. un mec que j'ai adoré Ouais. la semaine que j'ai passée avec lui, mais Le d'autres futur joueurs. maire de Paris. Ouais, il avance bien, hein, en tout cas, il avance bien. Tu vois que sport et politique, finalement, ça fait qu'un, Bah ouais. hein, tout à l'heure. Et tu vois, Pierre Rabadan, j'ai croisé William Servat, des mecs comme Julien Bonner, et puis à d'autres niveaux, un mec comme David Scrella qui avait joué avec nous, si tu veux. C'est des mecs que mais moi, j'aurais jamais imaginé jouer avec eux. Je te laisse imaginer mon parcours. Et, 7 ans avant, 8 ans avant, je jouais en Fédéral 1, moi, contre Gennevilliers, contre Lons-le-Saunier, contre Chalon-sur-Saône. Et là, tu te retrouves à aller jouer avec ces mecs-là. Alors évidemment, tu sais que quand tu es les Barbarians, il n'y a pas que le match qui compte. On a passé une semaine absolument incroyable à Ouais, faire des trucs. j'imagine. Voilà, c'était fabuleux. Et puis la légende des Barbarians, et mon petit regret, c'est d'en avoir eu qu'une, tu vois, parce que Ouais. en- avant ma sélection et après ma sélection, il y a eu une tournée au Japon et une tournée en Argentine. Voilà, et moi, je me suis retrouvé le match à Clermont-Ferrand. Donc, Ça fait moins rêver, ouais. ouais, mais c'était cool quand même, c'était cool. On a bien rigolé. Bah écoute, J'imagine. j'aimerais bien faire mon petit américain quand même. Est-ce que pour la dernière saison, tu n'avais pas pensé d'aller jouer en MLR aux États-Unis? Ben, je t'avoue qu'il y a deux championnats qui m'attiraient bien parce que je trouvais que
c'était des territoires où il fallait voir si c'était les États-Unis et le Japon. Je t'avoue qu'avant de re-signer ici à Béziers, j'ai essayé d'aller chercher un peu des pistes au Japon. Tu vois, ça Ah, tombait bien parce que ça m'aurait permis de pouvoir faire une année au Japon et puis terminer sur une Coupe du Monde au Japon. Mais bon, c'est toujours compliqué d'organiser quand t'es pas sur place, quand t'as pas de contact. Ça a été un peu compliqué. S'il y a vraiment un regret que je dois avoir dans ma carrière, c'est d'avoir connu que le championnat français, finalement, que ce soit le premier, deuxième ou troisième niveau, et de pas avoir vécu cette expérience d'une, parce que j'aurais pu apprendre d'autres langues, sans doute, tu vois, jouer, tu joues n'importe où, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Moi, j'ai des potes qui sont allés jouer en troisième, quatrième division en Australie, qui se sont éclatés, tu vois, qui ont passé des moments assez incroyables, mais même en Angleterre, même n'importe où, même en Espagne, tu vois, ça aurait pu être génial. Et j'ai pas eu, il faut le dire, le mot, hein, j'ai pas eu les burnes pour franchir le cap, parce que ça demandait beaucoup trop de contraintes. Mais oui, évidemment, je trouve que c'est génial que le rugby se développe sur plein de territoires. Voilà, enfin, je suis le meilleur exemple quand tu vois le développement du rugby en Afrique, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable comment ça se passe. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as du rugby en Chine, enfin, tu vois les exploits des Kenyans au rugby à 7. Enfin, voilà, c'est un sport qui est devenu international. Tu peux habiter dans un quartier pauvre en Algérie et jouer au rugby. C'est vrai, c'est pas incompatible. Et ça, je trouve ça génial. La réapparition du rugby aux Jeux Olympiques, ça a donné une dimension aussi, parce que la plupart des gens, le grand événement sportif, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'ils regardent ça. Ton tournoi, il est condensé sur 3 jours. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais voilà, moi, je désespère pas pour notre sport. Je t'avoue que là, j'ai besoin de prendre un peu de recul, voilà, même si je vais faire une petite saison pour essayer de me refaire plaisir avec les copains. Mais j'ai besoin de prendre un peu ce recul en me disant, voilà, c'est plus mon rugby, mais je reste quand même avec des fortes convictions et j'ai envie de rendre un peu au rugby, voilà, je pense que ce qui lui manque, mais il va me falloir un peu de recul pour essayer d'analyser, savoir ce qui va pas, tu vois, et essayer d'apporter des solutions plutôt que de sans arrêt critiquer, tu vois, de dire ouais, ça a changé, ça a changé. Il faut arriver à un moment donné avec des solutions en disant bah, pour changer, je vais vous amener ça et on va essayer de faire changer les choses. t'es toujours vachement dans la transmission hein, de ton rôle de père à l'Algérie, à ton livre, à ta suite. Et c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Si personne nous avait appris, non mais c'est vrai, si personne nous avait appris, si on n'avait pas eu C'est des vrai. instits, des profs au collège, à l'école, même si quand on avait 14 ans, on n'en avait rien à foutre d'avoir des cours d'espagnol ou des cours de dessin. Mais ces gens-là dans la transmission, c'est la transmission du savoir, la transmission de la connaissance. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui doit tous nous animer dans n'importe quoi qu'on fasse. Mais, C'est la passe en arrière. Hein. On se met à ceux qui sont encore derrière toi. Je pense que c'est un bon façon de clôturer. Normalement, on pose la question par rapport à... nous, on est un pack de potes et je pose la question par rapport les potes des gens. Mais je pense que pour toi, comme tu es best, j'aimerais bien avoir ton best adversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as eu sur le terrain pendant toutes ces années, que tu as dû dire au revoir, mais que tu as eu énormément de respect pour eux, mais faire un petit clin d'œil à certains adversaires. Il y en a un paquet avec lesquels je me suis pris la tête, j'ai croisé le fer. Et ce qui est rigolo, c'est que cette année, qui est un peu ma dernière saison chez les professionnels, donc au fur et à mesure de la saison, je savais que c'était la dernière fois que j'allais jouer contre certains des mecs. Et je pense notamment à Soya Angoulême. Alors je vais pas donner le nom du joueur parce que c'est pas un joueur que j'ai beaucoup affronté, mais le mec est venu me voir à la fin du match et il m'a dit bon, je sais qu'on s'est toujours pris la tête à chaque fois qu'on a joué l'un contre l'autre, mais il me dit je te donne le plus grand respect pour la carrière que tu as faite. Et si tu veux, ça c'est pour moi c'est la meilleure des récompenses, c'est que tu es capable de te friter sur un terrain, mais tu es capable de Ouais. reconnaître la valeur de ton adversaire. Et je trouve ça génial. Et moi aussi, j'essaie de le faire quand je croise des vieux monsieur en fin de carrière, de leur dire que je suis content qu'ils arrêtent parce qu'ils étaient quand même sacrément casse-couilles, quoi. Superbe. Jonathan Best, c'était vraiment sympa de partager ce moment ensemble. Ben, merci à vous. Ouais, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. C'était vraiment très agréable. On aurait aimé... J'avais encore plein de trucs à prendre, mais je suppose que je n'aurai qu'à lire ton livre. J'ai fait un peu de teaser, j'espère que ça convaincra quelques gens de me faire gagner un peu d'argent aussi, hein, voilà. Merci beaucoup, Jonathan. J'espère que vous avez bien aimé cette interview. Franchement, un grand merci à toi, Jonathan. On te souhaite le best pour ton après-carrière. Allez le suivre sur tous les réseaux sociaux et achetez son livre quand ça sort en juillet. Bien sûr, on va mettre ça à jour sur nos réseaux sociaux aussi. Et bravo à Charlie pour son tout premier entretien. Bravo, Charlie. Ouais.
Pendant que vous êtes sur Twitter en train de follower Jonathan Vest et Back to Pod, si vous êtes curieux sur le MLR, le Major League Rugby, allez suivre @waterbreak4 qui a un compte Twitter sur le MLR en français, donc c'est assez chouette. Et bien sûr, vous devrez déjà suivre, si vous êtes fan de rugby, de Boucher Oval, Grob et Oval Masqué. Donc ça, c'est un must. Si vous êtes fan de podcast, c'est Clégo et Gauthier. Bon, c'est fini pour les réseaux sociaux. On va se revoir en 3 semaines pour un autre entretien qui est super sympa. Donc voilà, ça va être pour le 9 juin. À très bientôt tout le monde. Bon rugby.